Bien, bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis Vazrik Minassian de la société Adenium. Donc, nous sommes spécialisés effectivement dans les plans de continuité d'activité depuis près de 20 ans maintenant. Avant de commencer, je tiens à remercier euh, Montblanc Industrie, le pôle de compétitivité et Generali pour cette invitation. Nous avions eu l'occasion de nous rencontrer physiquement il y a quelques années de ça autour d'une présentation également sur le thème des plans de continuité d'activité. Donc aujourd'hui, les circonstances font qu'on va le faire sur le mode webinar, mais évidemment, le support qu'on vous présente ici vous sera transmis par la suite, suite à cette présentation. Alors, comme l'a dit Louis Rémy, alors je vais voir si mon... je sais pas pourquoi mon diaporama est bloqué. Est-ce que vous êtes en pause? Non, c'est bon, Non, c'est non, c'est bon. parfait. Donc, comme l'a dit Louis Rémy, cette reprise d'activité va reposer sur deux piliers. D'une part, les mesures sanitaires que vous devrez mettre en œuvre, et c'est là l'absolue priorité, puisque sans ces conditions, sans des bonnes conditions de travail, il n'est pas envisageable de reprendre la production tant que les barrières sanitaires ne seront pas mises en œuvre, tant qu'on n'assurera pas la sécurité et la santé du personnel. Ensuite, une fois que ces prérequis sanitaires seront mis en œuvre, on pourra envisager la reprise d'activité. Alors, concernant les mesures sanitaires, alors je vous apprends rien, effectivement, vous avez eu connaissance de tous les moyens de protection, masques, blouses, gel, visière, qui peuvent être mis en œuvre pour protéger vos collaborateurs. Alors, généralement, alors on est confronté, nous, à trois situations euh, chez vos confrères. Soit l'entreprise a continué normalement son activité et des équipements de protection ont été remis, soit l'entreprise, deuxième situation, fonctionne en mode dégradé et donc il y a déjà eu une organisation de travail qui a été mise en œuvre qui permet cette reprise, soit, troisième situation, la production est à l'arrêt et il va falloir redémarrer. En tout état de cause, à l'entrée du site, vous pourrez disposer ces équipements de protection euh, que vous allez pouvoir remettre à chacun de vos collaborateurs. Et souvent, on nous pose la question, mais oui, mais où est-ce que je peux m'approvisionner? Alors, Pierrine m'a donné le lien que vous voyez à l'affichage et qui vous sera remis par la suite, qui a mutualisé l'ensemble des fournisseurs de la vallée, mais également de la région, qui peuvent, dans des circuits courts, vous alimenter en équipement de protection. La région devrait nous mettre à disposition, je dis bien, nous mettre à disposition des équipements pour chaque individu. Ensuite, il y a des initiatives au niveau des métropoles, des villes. Donc, en théorie, nous devrions recevoir en temps et en heure et avant la date du 11 mai ces équipements. Ensuite, l'une des bonnes pratiques, là, on est en train de vous communiquer un peu ce qui se pratique chez vos confrères et ce qu'on retrouve fréquemment, c'est la prise de température. Effectivement, l'objectif, c'est d'empêcher l'entrée sur le site de production de personnel qui serait malade ou qui présenterait des symptômes et qui serait suspecté de porter le coronavirus. Donc, dans le doute, eh bien, on renvoie chez elle cette personne et on lui demande de contacter les services médicaux pour être pris en charge et pour éventuellement être testé, évidemment, puisque l'un des facteurs clés de succès de cette reprise portera sur la capacité dans la région à tester massivement le personnel. Le nettoyage des locaux est envisagé et recommandé toutes les 3 heures.
Alors, justement, on le verra dans les conditions de reprise dans un deuxième temps, mais ça veut dire qu'aussi, en termes d'horaire de travail sur votre site de production, vous pourriez revoir les horaires de production sur une plage de 6 heures pour permettre ce nettoyage toutes les 3 heures. Et donc, d'assurer un maintien en mode dégradé, au moins d'un certain niveau de production, et en parallèle, de respecter les mesures sanitaires. Eh bien, toujours dans le respect des principes de distanciation sociale, malheureusement, les lieux de rassemblement, cafétéria, la machine à café, les distributeurs de boissons, devront être fermés pour éviter effectivement que les gens ne soient trop proches les uns des autres. Ensuite, vous devez envisager une campagne d'affichage. Des affiches qu'on retrouve, comme l'a dit Louis Rémy, sur les différents sites des ministères et que vous pourrez disposer dans les couloirs, à l'entrée du site, dans les sanitaires, pour rappeler les bonnes pratiques en matière de gestes barrières, lorsqu'on tousse, lorsqu'on se mouche, voilà, vous connaissez ces mesures. Ensuite, là aussi, Louis Rémy l'a évoqué, mais sur les aspects sécurité. C'est-à-dire, on a vu qu'il y avait des portes coupe-feu, il y avait des barrières, mais il y a aussi des dispositifs de protection de sûreté face à la malveillance. Alors, il y a une règle qui prévaut dans ce contexte-là, c'est que la sécurité prime sur la sûreté. Ça veut dire que bien, certains ouvrants devront rester précisément ouverts pour empêcher les manipulations intempestives de type de contrôle d'accès ou de porte, etc., où il faut faciliter les flux et diminuer le plus possible les contacts. Alors, ça a un impact dans la logique dans laquelle le site va être organisé en matière de sûreté. Et on privilégiera une sûreté périmétrique versus une sûreté par zone où les zones seront relativement libres d'accès. Là aussi, les flux de personnel, les flux de livreurs devront, alors sur certains sites c'est déjà le cas, sont déjà distincts, mais il faudra bien distinguer une zone de livraison d'une zone d'accès du personnel et de sortie du personnel, puisque pour éviter que les gens se croisent et qu'on respecte les principes de distanciation sociale, il faudra que les entrées, si possible, dans la mesure du possible, que les entrées et les sorties du site soient distinctes. On constate également, et ça fait partie des recommandations, de mettre en place des fléchages dans l'établissement, au sol, tant pour respecter les distances de 1 mètre ou 2 mètres ou 1 ou 2 pas entre chaque individu, mais également de fléchage pour revoir les flux dans le site, toujours dans une logique de protection des salariés et d'éviter qu'ils ne se croisent trop. Alors, il peut y avoir, alors vous avez peut-être eu, certains d'entre vous, des cas avérés de personnes atteintes du Covid. Dans ce cas-là, vous devez mettre en place un protocole qui puisse prendre en charge la personne atteinte du coronavirus et également de gérer l'après, le jour d'après. C'est-à-dire reprévoir de délimiter cette zone, de la nettoyer, entre guillemets, de la mettre en quarantaine quelques heures, voire quelques jours. Ça dépendra. De toute façon, vous serez sous les consignes de l'ARS qui vous dira combien de temps vous devrez laisser cet espace vacant. Bon, mais je vous apprendrai rien en disant que le recours à la visioconférence et aux différents outils est vivement recommandé dans ce contexte, puisqu'il faut limiter au maximum les réunions. Quand bien même elles sont physiques en présentiel, il faut respecter une distance d'au moins 1 ou 2 mètres entre chaque individu, et il faut les limiter autant que faire se peut.
Ensuite, si vous avez une sorte de cantine, de réfectoire, alors la règle, c'est de privilégier les plateaux repas distribués par le service courrier au poste du collaborateur. Maintenant, si on ne peut pas faire autrement, ben, on prend la cantine, le réfectoire, et on enlève une chaise sur deux pour justement permettre cette distanciation. Et puis enfin, comme l'a dit Louis Rémy, les conditions de travail changent, évoluent dans le contexte actuel. Donc, vous êtes tenu réglementairement, et le CSE pourra vous le réclamer, de mettre à jour votre document unique. Donc, cette liste n'est pas exhaustive. Vous pourrez les adapter en fonction de la spécificité de vos sites. Et une fois que ces conditions seront respectées, alors on pourra envisager la reprise d'activité. Alors, vous avez dû mettre au sein de votre organisation probablement une organisation de crise, avec les dirigeants de l'entreprise, avec les ressources humaines, ou le responsable PCA de plan de continuité d'activité, si vous en avez un, ou le responsable QHSE. Donc là, ce à quoi on est en train d'assister, c'est qu'on est bientôt au 40e jour de confinement, on est dans une crise longue qui va durer. Bon, certains prédisent qu'on va en sortir cet été. Personne n'est capable aujourd'hui de dire vraiment combien de temps va durer cette crise. Mais ce qui est important, c'est qu'il faut s'inscrire dans la durée et surtout garder une traçabilité des décisions que vous auriez prises. Pourquoi? Parce que ça permettra de justifier, parce qu'il y a un engagement sociétal des mandataires sociaux vis-à-vis de la santé et de la sécurité du personnel, et garder une traçabilité des actions et des mesures de prévention pour la santé et la sécurité du personnel est nécessaire, c'est important. Vous le faites probablement déjà, c'est de maintenir un lien régulier avec vos collaborateurs. Bien avant la crise, on préconisait de mettre en place, par groupe, par pôle, des dispositifs de type WhatsApp, des groupes Teams, GoToMeeting, j'en passe et des meilleurs. L'idée, c'est de garder le lien régulièrement. Pourquoi? Parce que les collaborateurs s'inquiètent pour leur santé, s'inquiètent pour leur job, puisqu'ils s'intéressent au carnet de commandes, ils s'intéressent à l'actualité commerciale, ils s'intéressent à l'actualité de la production. Et donc, le fait de maintenir un lien permanent va permettre de renforcer le lien avec les collaborateurs et de les rassurer sur le bon suivi de cette crise par la direction. En matière de reprise d'activité, alors, dans le meilleur des cas, vous avez un plan de continuité d'activité. Et le plan de continuité d'activité repose notamment sur un outil qui s'appelle le BIA, le Business Impact Analysis, ou qui s'appelle également l'analyse d'impact sur les activités. Donc, je ne vais pas développer longuement cet aspect-là, mais c'est un outil qui vous permet de prioriser les activités les unes par rapport aux autres selon leur niveau d'interruption de service. Donc, l'idée, c'est de regrouper par pôle et de définir quelles sont les activités prioritaires au sein de votre établissement. Par exemple, je prends une usine de décolletage, effectivement, il doit y avoir… Alors, on n'a pas une approche par processus, mais plutôt une approche par activité. On va se retrouver avec une centaine d'activités dans une entreprise donnée. Eh bien, on va considérer les activités qu'il faudra préserver une fois qu'on les aura entièrement listées, que ce soit les activités de production ou les activités support nécessaires au maintien de l'entreprise. Ensuite, une fois qu'on a défini les activités prioritaires à reprendre, il va bien falloir des équipes. Alors, vous avez entendu aujourd'hui l'annonce du président que la reprise dans les écoles se ferait sur la base, finalement, du volontariat. Ça, vous allez avoir immédiatement en conséquence chez vous les personnels qui voudront continuer à garder leurs enfants et ceux qui voudront envoyer leurs enfants à l'école.
Et d'autant plus que le calendrier de reprise, selon les classes d'âge, n'est pas la même. Et on s'étend jusqu'à quasiment fin mai, 25 mai. Donc, il va falloir que vous identifier la liste des volontaires qui voudront reprendre leur activité et évidemment d'éviter de solliciter les personnes à risque ou les personnes ayant des pathologies, des polypathologies vulnérables au coronavirus. Selon le carnet de commandes en cours ou les stocks de commandes, le backlog qu'on pourra avoir à produire, bah, l'objectif, c'est quand même de réduire les effectifs au maximum et d'adapter la politique relative à la prise de congé ou les RTT. Alors là-dessus, on a des approches tout à fait variables dans les établissements. Certaines ont recours au chômage partiel et proposent à leurs collaborateurs de repousser ou de reporter leur congé ou leur RTT selon leur convenance. D'autres imposent ces jours de congé et ces RTT et n'ont pas recours encore au chômage partiel. Bref, là aussi, il faudra que vous adaptiez une politique claire et qui soit, alors jusqu'à hier, qu'il y ait une approche collective, mais maintenant on rentre également, Bruno Le Maire a annoncé avec Muriel Pénicaud la possibilité de rendre individuelle sa politique de chômage partiel. Donc, ce sera à vous de l'adapter en fonction des pièces que vous aurez à produire. Évidemment, c'est d'exploiter au mieux les mesures publiques et les aides financières au sein de votre filière, en ayant recours aux lignes de crédit qui sont contre-garanties par l'État, ne serait-ce que pour passer l'été, puisque un peu le feedback et un peu l'analyse qu'on a, c'est que les entreprises vont reprendre au mois de mai, elles vont arbitrer au mois de juin pour une éventuelle reprise d'activité vraiment progressive à partir de la rentrée de septembre. Donc voilà, c'est à peu près la tendance que l'on a aujourd'hui. Je vous ai parlé des horaires d'ouverture du site. Ben, vous pouvez les adapter en revoyant le règlement intérieur pour justement permettre le nettoyage du site, hein, toutes les 3 heures. Bon, j'en ai parlé du télétravail. Voilà. Ensuite, au niveau des lignes de production, eh bien, vous devrez veiller à ce que la distanciation sociale s'applique. Et en termes de manipulation de pièces, ça suppose peut-être de revoir un peu les procédés de fabrication. L'idée, c'est de limiter le plus possible la manipulation des pièces par un grand nombre d'individus. Idéalement, il faudrait qu'un individu puisse prendre la matière et produise de bout en bout sa pièce, ce qui suppose de la polyvalence en interne. Bon, c'est le cas extrême. Mais si vous pouviez limiter le plus possible les manipulations de ces pièces et les confier à une unique ou à une équipe ou à une unique personne pour la fabriquer de bout en bout de la chaîne, ce serait merveilleux. Bon, on n'est pas dans un monde idéal. Malgré tout, s'il faut manipuler ces pièces par plusieurs personnes, il faut que vous mettiez en place un protocole de nettoyage de ces pièces lorsqu'elles sont passées de main en main. Donc là-dessus, il faudra veiller à cet aspect-là. Ensuite se pose la question de la priorisation des clients. On a une certaine capacité de production, on a un carnet de commandes. Après, il faudra définir quels sont les clients prioritaires à servir. Alors évidemment, on privilégiera les opérateurs essentiels, les opérateurs vitaux. Vous devez en avoir, qui sont dans votre portefeuille. Et j'ai la visite de mon fils, excusez-moi. Antoine, j'ai la vidéo. Tu peux sortir, s'il te plaît? Tu peux sortir? Excusez-moi. C'est les joies du direct. Donc, comment va-t-on privilégier les clients? La règle, c'est les opérateurs vitaux, c'est les obligations contractuelles que vous pourriez avoir avec vos clients, qui peuvent vous imposer peut-être des pénalités de retard, sauf cas de force majeure, mais à vérifier les aspects juridiques et la continuité de la veille juridique de vos contrats.
Ensuite, c'est de réaliser des retours d'expérience à chaud régulièrement. C'est-à-dire que n'attendez pas le rythme mensuel pour faire des retours d'expérience. Faites des retours hebdomadaires régulièrement pour voir ce qui fonctionne et ce qui pourrait être amélioré. Louis Rémy l'a évoqué. Louis Rémy a évoqué ce dernier point, c'est les aléas directs et indirects en lien avec la crise du Covid sur votre entreprise, votre organisation. Premièrement, alors on parlait du risque de cyberattaque, il est réel. Il est réel, il y a eu une augmentation des tentatives de phishing qui a été relevée par l'ANSSI. Il peut y avoir des évolutions de votre marché également. Quand on est en lien avec l'aéronautique, avec l'automobile, selon les évolutions du marché, il faudra peut-être s'adapter. Et puis, une autre tendance qui est assez facile à anticiper, c'est que on ne sortira pas indemne de cette crise, notamment les donneurs d'ordre vont commencer à vous réclamer votre plan de continuité d'activité. Et vous n'y couperez pas. Ça va venir de plus en plus dans les appels d'offres, ça va être réclamé par les acheteurs, vous risquez d'avoir des audits sur le sujet, puisque le plan de continuité d'activité, il ne répond pas qu'au risque d'absentéisme face à la pandémie, mais répond également au risque de cyberattaque, au risque de feu, d'incendie, de perte de site, de perte d'équipement, et également de perte de sous-traitants ou de fournisseurs stratégiques. Donc, il faudra envisager le PCA dans votre organisation. Et cette période de calme, justement, d'été, peut permettre aux équipes d'y travailler. Et pourquoi pas d'envisager une certification, puisque la norme ISO 22301 qui définit les prérequis et les exigences en matière de continuité d'activité est un standard qui est certifiable par les tiers. Et vous pouvez mettre en place un système de management intégré, évidemment, avec les autres normes que vous pourriez avoir, type qualité, environnementale ou santé, sécurité du travail. Et puis enfin, comme l'ont démontré certains membres du pôle de compétitivité, il ne faut pas oublier qu'on est encore à l'heure de la solidarité et de l'entraide envers les personnels soignants et même de l'entraide entre vous, et qu'il y a des initiatives qui sont prises pour fabriquer par exemple des visières, des masques, et n'hésitez pas à vous rapprocher de Pierrine pour vous aiguiller sur cette entraide qui est réelle et qui s'est mise en place au sein de votre pôle. Voilà, j'en ai terminé. Je vous ai juste mis à la fin de la présentation un lien, vous l'aurez, pour accéder au guide, un guide de plan de reprise d'activité qui est également en cours de mise à jour, mais vous en aurez déjà une première version. Le lien est indiqué ici et vous pourrez le télécharger et vous documenter sur l'ensemble des points qui vous ont été présentés ici. J'en ai terminé. Je vous remercie pour votre écoute.